Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à quelques kilomètres seulement d'Épinal, découvrir un village d'un peu plus de 700 habitants. La commune, souvent appelée la Baffe-Mossou, était autrefois traversée par une voie romaine menant de Langres à Deneuvre. Découverte du métier de forgeron avec Francis Pierre qui a fait de sa passion son métier. En fin d'émission, immersion dans les cuisines d'un restaurant dont la réputation n'est plus à faire. Nous partons à la Grange Aubriot rencontrer Claudie. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Daniel Lagarde, vous êtes le maire de cette commune. Alors une commune que vous connaissez par cœur, j'ai envie de dire. Oui, c'est exact, j'y suis né, j'y ai fait mon école primaire, etc. J'ai juste quitté mon beau village pour faire quelques années d'études dans le Jura. Et je suis revenu, j'ai travaillé ici, racheté une entreprise ici. Voilà, j'ai un attachement particulier pour cette commune que j'aime tant. Vous êtes malvoyant aujourd'hui. Est-ce que c'est un frein pour vous? Est-ce que ça a été un frein quand vous avez décidé de vous représenter en 2020? Un frein, non, une difficulté sans doute. Vous savez, un maire ne fait jamais de bon travail s'il n'est pas entouré d'une bonne équipe. Ça a toujours été mon cas, d'avoir la bonne équipe. Et donc c'est une chance, et c'est l'équipe qui m'a dit, parce que je ne savais pas si je pouvais me permettre de le faire. J'en avais la volonté, mais l'équipe m'a dit, mais si, tu connais le village, on t'aidera, donc vas-y, voilà. Donc ça s'est passé assez simplement finalement. Et au quotidien, comment ça se passe? Comment vous assurez vos fonctions justement? Il y a mon épouse déjà qui a pris sa retraite et donc qui me lit tous les mails, qui fait les réponses, qui me lit certains courriers, etc. Et puis la secrétaire de mairie qui est adorable en la matière, et puis les adjoints, conseillers, enfin c'est une organisation. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. De toute façon, voyant ou pas voyant, ça reste un travail d'équipe. C'est ça qui est important. Alors la Baffe, c'est un village où il fait bon vivre. On a les avantages de la campagne, la proximité de la ville. Bon, géographiquement, on est tout près de tout, puisqu'on est à 20 minutes de Gérardmer, à 5 minutes d'Épinal, à 20 minutes de Remiremont. Vraiment, géographiquement, on est super bien placé. On va essayer de voir dans les années à venir pour faire une voie cyclable pour se rendre à Épinal, par exemple. Mais c'est sûr qu'on est vraiment au cœur de la campagne, dans une campagne jolie et verdoyante, mais on est loin de rien. Comment se porte le tissu associatif, alors tissu économique, on est dans un village, il n'y a pas forcément de tissu économique, mais en termes d'association, par contre, c'est important, ça bouge. Oui, dans le tissu économique, on a plutôt tendance maintenant, comme c'est une compétence communautaire, à regrouper au sein de zones économiques, ce qui est tout à fait normal et intéressant. Bon, on a quand même réouvert une boulangerie en 2010 qui fonctionne bien grâce à des talentueux boulangers, et puis le restaurant Aubriot aussi. Mais bon, pour le reste, c'est vrai que la vie associative est extrêmement riche. On a quand même 6 ou 7 associations qui font vivre le village. Ça passe des parents d'élèves, une troupe de théâtre, l'association sport et loisirs, le comité des fêtes et puis diverses personnes qui se donnent dans l'animation de notre village. Au niveau de la population, comment on se répartit la population entre les actifs, les personnes à la retraite? Quelle est la part? Bon, j'ai pas de pourcentage particulier, mais effectivement, le village s'est développé il y a 20-25 ans avec des nouvelles constructions. Ces gens-là, c'est-à-dire des gens comme moi, on arrive à 60 ans, donc on arrive à l'âge de la retraite, quoi. Mais il y a toujours du renouvellement quand même. Il y a des gens qui partent pour des raisons professionnelles ou autres, donc quand même toujours un petit renouvellement naturel. Et on va finir un point sur les projets peut-être. Est-ce qu'il y a des projets ici à la Baffe? Alors le projet phare que l'on a en ce moment, c'est on a acheté récemment une grosse ferme qui se trouve juste au-dessus de l'école, de la boulangerie et du restaurant. Et on a commencé d'ailleurs les travaux pour y faire une maison pour accueillir des gens seuls et en difficulté de la vie. Alors, il y aura quelques seniors, mais il y aura aussi des jeunes qui peuvent être en rupture de société ou
qui ont des difficultés familiales. Un coup de pouce, les aider à se relancer. Les aider à se relancer. Alors, l'idée générale, c'est de se dire, on veut faire notre campagne qu'on aime tant, on veut la partager avec des gens qui n'auraient pas l'occasion de s'y trouver. L'idée, c'est de voir les premiers habitants quand dans cette... Courant 2025. Ouais. Courant 2025. Eh bien, écoutez, on reviendra alors. Merci beaucoup pour votre accueil, Daniel Lagarde. Je vous en prie. Nous continuons notre découverte du village. Nous partons à la rencontre de Francis Pierre. Il côtoie le métal depuis son enfance et a fait de sa passion son métier. Francis Pierre est forgeron et son savoir-faire, il le transmet pour voir ce métier ancestral perdurer. Immersion dans son atelier. Francis, merci de nous accueillir. On est devant la forge, on voit les stagiaires derrière nous, on va en parler dans quelques instants. Le métal, c'est quelque chose avec lequel vous avez grandi finalement. Ah oui, absolument, oui. Je suis né dans un garage de réparation automobile, donc j'avais le droit de bricoler très tôt, très jeune. Je n'ai pas trop fait de mécanique, mais soudé, percé, disqué, j'avais le droit à 12-13 ans. Donc finalement, c'était une continuité. Alors c'était d'abord une passion, Oui. c'est pas devenu votre métier tout de suite. Et un beau jour, vous décidez de... Vous étiez ingénieur, vous décidez de basculer à quel moment En fait, j'ai toujours bricolé, toujours travaillé, toujours construit et créé des choses. Donc même en parallèle de mon métier d'ingénieur qui était plutôt intellectuel, j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, les week-ends, les soirs, etc. Et petit à petit, je me suis équipé, effectivement. Je travaillais le métal. Puis une vingtaine d'années, je pensais qu'il fallait compléter avec autre chose. Je me suis lancé dans la forge et c'est devenu une passion. Donc je me suis formé en Belgique, en République tchèque, dans différents pays avec différents maîtres. Et l'opportunité a fait que j'ai pu me reconvertir là il y a 4 ans maintenant et en faire mon métier à plein temps. Enfin Enfin, exactement. Et oui. Donc c'est beaucoup de formation, beaucoup en autodidacte aussi, des rencontres. Alors, exactement, en autodidacte, mais quand même rencontrer des maîtres, ça permet d'accélérer le processus et d'apprendre beaucoup plus vite. J'avais appris à travailler seul pendant 3 ans en autodidacte et dès que j'ai commencé à rencontrer des maîtres en 3 jours, j'en apprenais autant. Il y a une forme de confédération de forgerons, on se retrouve dans différents lieux, en particulier en République tchèque où c'est la Mecque de la forge. La dernière fois où j'étais, on était 520 forgerons du monde entier, où chacun forge pendant 2 heures en public. Aujourd'hui, c'est davantage la branche artistique qui vous plaît, qui vous anime, dans laquelle vous vous épanouissez en tout cas. Absolument, oui. Je travaille principalement le fer-doux, donc pour de la déco et des sculptures, occasionnellement l'acier pour faire des couteaux ou des outils, mais c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité. Ouais. Mon activité se répartit en 3 catégories. Il y a, je dirais, un tiers qui est des sculptures, que je vends, j'essaye. Un autre tiers, c'est de la formation, comme vous pouvez le voir ici aujourd'hui. Et un tiers, c'est des commandes, je réponds à des commandes, donc ça va être une marquise, une pergola, une rampe, voilà, des objets décoratifs, des collaborations avec les artistes aussi, beaucoup. Donc pour des gens qui font du vitrail, de la céramique, de la pierre, qui ont besoin de support. Donc, on allie voilà. les compétences. Oui, et j'aime bien, c'est toujours ça, très c'est fou de se dire que finalement, à partir d'une simple tige de métal, on peut faire des choses assez extraordinaires. Oui, on peut même faire des choses très légères et aériennes avec du métal qui, à la base, est brut et rigide. Et alors, comment ça se passe quand vous faites une sculpture, typiquement, donc votre forge est déjà chauffée à combien Alors, je chauffe, en forge, je chauffe le métal à 1100 degrés, 1100 degrés, donc il est rouge-orange presque. Je ne vais pas dire qu'il devient de la pâte à modeler, mais il devient beaucoup plus malléable. Donc avec le marteau et l'enclume, je peux le déformer dans les directions que je veux, en maîtrisant le coup de marteau, le sens du marteau, l'angle du marteau. On peut arriver à l'amener où on veut. Voilà. Il y a beaucoup de précision aussi. Quelles sont les qualités d'un bon forgeron alors? La ténacité peut-être. Non, les qualités, c'est de visualiser en 3 dimensions. Beaucoup comme tout plasticien, il faut arriver à voir où on va et comment la matière va réagir. Et est-ce qu'on sait dès le départ où on va? Ah oui. Oui, vous allez avec une idée précise. Les rares fois où j'ai forgé sans savoir où j'allais, je suis allé nulle part. Oui. D'accord. Est-ce que vivre de l'artisanat aujourd'hui, c'est compliqué? Oui. Il faut que ce soit une passion quand même et accepter quelques contraintes. Il faut trouver sa place. C'est pas obligatoirement compliqué, mais il y a une série de facteurs qu'il faut trouver la niche ou la chose qui marche bien. Alors on va parler de la transmission, puisque c'est un savoir-faire ancestral. Oui. C'est important pour vous de transmettre pour que ça perdure justement? Oui, pour 2 raisons. J'ai été formateur pendant longtemps, donc transmettre c'est quelque chose que j'aime, c'est des rencontres. Et transmettre aussi, c'est préserver une forme de patrimoine. J'interviens dans des associations, j'interviens dans des lieux
pour encourager, éventuellement créer des vocations. Quelques-uns parmi mes stagiaires envisagent vraiment d'en faire leur profession. Et je trouve que c'est très bien. Et je ne fais que les encourager, voire les aider, leur donner mes adresses, mon réseau, puisque je suis quand même plutôt en fin de carrière. Donc si quelqu'un veut prendre leur lait, ce sera avec plaisir. Parce que là, donc du coup, 7 stagiaires qui sont là 7 pour stagiaires, oui, 5 cette jours. semaine, 5 jours. 5 Oui. jours. Qui viennent de partout, c'est ça qui est assez Exactement, incroyable. oui, là je couvre à peu près toute la France ou presque. Et régulièrement, oui, j'ai des gens. Pour les stages de 5 jours tout au moins, c'est un rayonnement plus vaste. Oui. D'autres stages plus courts, où là on a des locaux. Hein. Oui, les stages de 2 jours, où là c'est plus des coups, enfin de l'initiation. Et un stage d'une demi-journée, où c'est de la découverte. Au bout d'une demi-journée, les stagiaires repartent avec 2 objets qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Et voilà, ils savent ce que c'est que la forge après. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Nous continuons notre découverte du village. Nous partons à la rencontre de Claudie Aubriot. L'ancien chef bien connu des Ducs de Lorraine s'est installé il y a quelques années à la Baffe et a monté la Grange Aubriot, un bistrot dont la réputation n'est plus à faire, une cuisine généreuse, une cuisine inspirée de celle de nos grands-mères que Claudie va nous faire découvrir. Claudie Aubriot, merci de nous accueillir dans la Grange. Alors, un bel espace. Bonjour. Alors, 35 ans dans les cuisines à peu près des Ducs de Lorraine. Ouais, 35 ans. Vous décidez de quitter la cuisine, non pas pour Non, arrêter. je ne veux pas quitter la cuisine parce que pour moi, c'est l'histoire de ma vie, donc je ne veux pas la quitter. Je veux simplement m'éloigner de la cuisine, on va dire, un petit peu pompeuse, un petit peu élitiste, parce que les notes à 100, 200 euros, honnêtement, ça ne correspondait plus avec mon état d'esprit. Et puis donc mon épouse et moi on rachète un vieux corps de ferme pour faire des appartements. Puis en fait le démon de la cuisine me rattrape. Et puis un matin je dis à mon épouse on fait un bistrot, lundi pot-au-feu, mardi tête de veau, et puis l'idée est partie comme ça, quoi. Une cuisine généreuse, une cuisine Alors, familiale. Une cuisine familiale, une cuisine qui repose quand même sur des valeurs de cuisine, sur des techniques, parce que je suis quand même 50 ans de cuisine. Donc pour moi, c'était faire du bon avec des produits locaux, en respectant la nature et puis en allant chercher des produits au plus près de la grange. Et autour de cette cuisine, il y a beaucoup de valeurs de partage, d'échange. C'est aussi l'âme même de ce lieu. Eh bien, c'est l'âme parce que la cuisine, enfin le bistrot, parce que j'aime plus le terme restaurant, le bistrot, pour moi, c'est un espace de vie, de convivialité, c'est un espace hédoniste où on se sent bien, où on se sent un petit peu comme à la maison, quoi. Donc on a voulu recréer un esprit comme si on rentrait chez la grand-mère. C'était un petit peu l'esprit, le clin d'œil qu'on voulait faire un petit peu à nos valeurs qu'on a de moins en moins. Quelles sont les personnes qui viennent ici à la Grange Aubriot? Des personnes qui vous ont connu Alors, au Duc? j'ai beaucoup, forcément. J'ai un carnet d'adresses spinalien très important et j'ai beaucoup de clients qui viennent ici pour respirer un petit peu la campagne, pour respirer, on va dire, les bonnes odeurs, enfin les bonnes effluves de la cuisine de grand-maman, mais qui vont toujours au Duc chercher un autre espace, parce que les Ducs, ça reste quand même la belle maison du département. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Mais exactement, c'est pour ça qu'on a fait un concept à l'opposé de ce que j'avais fait, parce qu'il y avait une érosion de l'envie. 71 ans, hein, c'est ça? 73. 73. Ouais. Et donc plus que des services le midi pour vous préserver aussi? Oui, c'est ça. Le but, c'était de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis surtout respecter le temps familial, parce que j'ai été papa tardivement à 57 ans, je me suis ramassé 2 jumelles. Donc si vous voulez, j'ai l'impression d'avoir redémarré une seconde vie. Est-ce qu'il y a un plat qui a une histoire particulière? Vous parlez de la cuisine de nos grands-mères. Est-ce qu'il y a un plat que vous aimez particulièrement parce qu'il vous fait peut-être replonger vous-même en enfance? Alors ici, c'est pas forcément un plat, c'est le concept de faire en plein hiver un pot-au-feu généreux, mais un pot-au-feu avec des viandes sélectionnées de chez des éleveurs locaux. Ça peut être en plein été une ratatouille avec mes légumes ou les légumes, pas du voisin, mais d'un petit maraîcher tout près de la Baffe. Pour moi, si vous voulez, c'est rechercher le goût perdu. C'est un peu, je suis à la recherche, pas du temps perdu, mais du goût perdu. C'est un peu ma Madeleine de Proust, on est en plein dedans. Hein. Et donc chaque jour, un autre menu en fonction? Alors toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est un peu Dame Nature qui va dicter un petit peu, selon ce que je vois, selon ce qu'on m'amène. Bon, je vois qu'il y a des personnes qui m'ont amené des asperges sauvages la semaine dernière, donc on a abusé d'asperges sauvages, quoi. Et puis l'ail des ours, on en sort, quoi. Donc non, c'est la nature qui me donne un petit peu le sens de la cuisine que je fais au quotidien.
Et bien justement, cette semaine, alors c'est quoi le menu? Ah bah alors cette semaine, j'ai trouvé du veau et puis d'estragon. Alors j'avais ce souvenir d'un poulet à l'estragon parce que j'étais apprenti chez Point à Vienne. Alors Point à Vienne, c'est un restaurant qui a formé Bocuse, Trois Gros, Gagnère, Aubrio. Et on faisait un poulet à l'estragon qui était merveilleux. Et samedi, on m'a amené plein d'estragon. Alors on faisait une macération de vin blanc et d'estragon. Et samedi matin, j'ai fait une macération de vin blanc et d'estragon pour essayer de retrouver un petit peu ce goût, parce que je suis à la recherche du goût. Et puis je fais une escalope de veau, enfin une entrecôte de veau à la crème d'estragon. Merci beaucoup Claudie pour votre accueil. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.